Faso pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le pays étant un des rares de la sous-région à mettre au moins 60% de ses ressources internes à la lutte contre la maladie. Mais quelle est l'enveloppe allouée et vers quels axes sont allouées ces ressources? Les réponses à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la découverte ou la redécouverte de l'univers d'une caste au Yatenga, celui des forgerons, maîtres du feu et du fer. Ils sont à la fois craints et respectés dans les communautés du Yatenga. Ils étaient fabricants d'armes, d'outils ou encore des parures pour les femmes, mais aujourd'hui, la modernité est passée par là. Les plus jeunes deviennent des soudeurs et les plus anciens abandonnent les rites liés à la forge. Retour donc sur les valeurs intrinsèques de ce groupe social dans cette édition. Et dans cette édition au Cameroun, le président de la République imaginaire de l'Ambazonie est entre les mains des autorités. Il vient d'être extradé avec 45 autres séparatistes anglophones. Il était détenu au Nigeria depuis le 5 janvier 2018. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, donc, on évoque le renouvellement de la subvention du Fonds mondial. C'est plus de 85 milliards de francs CFA qui sont alloués au Burkina Faso pour la lutte contre 3 maladies, notamment le paludisme, le sida et la tuberculose. Daouda Ouattara, Draman Guéné pour les détails. Cette rencontre redonne encore espoir à des milliers de malades. Le Fonds mondial renouvelle ainsi sa subvention au Burkina pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est une subvention de plus de 85 milliards de francs CFA allouée à l'État burkinabé pour la prise en charge de ces 3 maladies. Comment détecter l'ensemble des personnes souffrant de tuberculose et les guérir? C'est ça la principale activité. Pour le paludisme, il y a plusieurs interventions. Premièrement, nous allons encore redistribuer les moustiquaires imprégnés que vous connaissez. Nous allons encore apporter des tests de dépistage pour mieux diagnostiquer. Nous allons encore, chaque saison de pluie, donner ce qu'on appelle la prévention aux enfants. Et pour le VIH, c'est surtout la prise en charge des personnes vivant avec le VIH avec les antirétroviraux. C'est une confiance toujours renouvelée depuis 2002, le Burkina étant le seul pays à mobiliser plus de 60% de ses ressources internes pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Très bien pour le partenaire qui revient tout de même sur le principe du programme. J'attends de la Burkina que les fonds de contrepartie que le Burkina met dans ses programmes va continuer, même avancer. J'espère que la mise en œuvre de tous les programmes va être vraiment sérieux et ciblée aux populations clés, aux enfants, aux femmes, à tout le monde qui ont vraiment besoin de ces programmes-là. C'est une subvention qui s'étale sur 3 ans. En plus de la lutte contre les maladies ciblées, cette enveloppe est aussi destinée au renforcement du système de santé en général au Burkina. Juste après cette rencontre, Paul Kabatieba, le Premier ministre, a échangé avec les responsables du Fonds mondial pour la santé sur le nouveau programme de renforcement du système de santé au Burkina pour la période 2018-2020. Les membres de la délégation ici à l'image au cours de l'audience avec le Premier ministre. Image signée Jean Zongo. Les changements climatiques induisent de nouvelles maladies et aux 3e journée de la médecine odontologique de l'Université de Ouagadougou, professeur Joseph Kizerbo, le sujet est discuté. Selon les recherches récentes, les variations climatiques affectent les maladies mortelles. Les participants à la rencontre vont discuter et donc de la responsabilité sociale des médecins. Explication Réjo Bebamba, Mounira Kéré. Le droit à la santé est un droit fondamental pour tout citoyen. À cette 3e journée médicale, pharmaceutique et odontologique de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, expert en santé et doyen d'universités d'Afrique et d'Europe, se penche sur la responsabilité sociale du médecin. Il est aussi question d'asseoir des mécanismes pour mieux valoriser les résultats des recherches dans le domaine sanitaire. Le gouvernement soutient la recherche scientifique, en particulier donc la recherche médicale. Comme je l'ai dit, la santé fait partie de l'axe numéro 2 du plan national de développement économique et social. Le gouvernement est déterminé à faire tout son possible pour faire reculer donc la maladie,
fait reculer donc la souffrance, fait reculer la mort, à travers donc la politique de santé, qui est l'axe numéro 2 du PNDS. Cette troisième journée médicale, pharmaceutique et odontologique se donne pour thème santé et environnement. Et l'accent est mis sur les changements climatiques et l'évolution épidémiologiste. Les changements climatiques ont induit de nouvelles maladies. Et nous allons aborder ça par des conférences, les communications des résultats de recherche. Parce que en santé, ce qui améliore, c'est faire la recherche, utiliser les résultats de recherche pour améliorer la santé. Le recteur de l'Université libre de Bruxelles et au moins 37 professeurs et enseignants-chercheurs de cette université prennent part à cette troisième journée médicale, pharmaceutique et odontologique. La cérémonie consacre aussi les 40 ans de collaboration entre l'Université Ouaga 1 et les universités de Bruxelles. Si les changements climatiques ne sont pas étrangers au développement de nouvelles maladies comme la dengue, le chikungunya ou Ebola, il faut bien prendre des dispositions pour contrôler et surveiller ces maladies émergentes. À Ouagadougou, des experts en santé se préparent à la riposte. Au menu, la prévention, la réponse et la recherche opérationnelle. Moussa Ouedraogo, Zalissa Sanfo. La dengue, la fièvre Ebola, Zika, des maladies émergentes et réémergentes qui ont fait trembler les systèmes sanitaires de l'Afrique de l'Ouest. Conséquence, des contaminations à grande échelle, des décès par dizaines et par centaines. À Ouagadougou, ces experts en santé de l'Afrique de l'Ouest se préparent à la riposte. Et l'Organisation mondiale de la santé est à leur côté dans ce combat. Cet atelier sera effectivement sur d'abord l'état des lieux, c'est-à-dire la situation qu'on a à présent ici. Il inclut les capacités qui manquent, donc sur lesquelles il faut investir pour pouvoir répondre à ces épidémies. Et les prévenir aussi. Donc il y a soit à la fois il y a la prévention, la réponse, donc la mise en place de la réponse, et donc toute la recherche, surtout la recherche opérationnelle qu'il faudra mettre en place pour mieux guider les réponses. Partager les expériences pour mieux renforcer la surveillance et le contrôle. Voici le remède qu'il propose pour lutter contre ces maladies émergentes. Chaque pays qui a connu une épidémie a une leçon à donner à d'autres pays. Et c'est ce partage d'expérience qui va nous permettre de prendre les bonnes pratiques. Et déjà, les bonnes pratiques que doivent adopter les populations, c'est de se préserver contre les piqûres des moustiques et autres mouches vecteurs de ces maladies émergentes. Elles doivent aussi travailler à assainir leur cadre de vie pour éviter la prolifération de ces vecteurs. Et puis le ministre de la Santé a rencontré les maires des arrondissements de Ouagadougou ce soir, même aux alentours de 18h, à la mairie centrale de la ville. L'objectif de la rencontre avec le professeur Nicolas Méda était d'informer les bourgmestres des communes sur les dispositions prises par le ministère pour assurer le fonctionnement du service suite au préavis de grève du SINSA et aussi les dispositions prises suite à la fermeture du service de la maternité de l'hôpital national Yalgado Ouedraogo. On suit les détails avec Oumar Zombré et Paul David Bambara. Deux sujets majeurs à l'ordre du jour de cette rencontre entre le ministre de la Santé et les maires des arrondissements de la commune de Ouagadougou. Face aux maires, le ministre et son staff déclinent les dispositions prises suite à la fermeture momentanée pour des raisons de désinfection du service de la maternité de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Nous avons convenu donc avec, bien sûr, le ministère de la Santé d'un dispositif organisationnel pour réorienter de façon efficace les patientes qui vont être orientées des structures, j'allais dire, périphériques vers donc le niveau de référence. Il y a effectivement une communication interne entre les acteurs de santé pour savoir qui assure une permanence ou une astreinte de telle période à telle période. Nous avons donc signé donc, la liste d'astreintes pour permettre donc aux structures hospitalières
qui vont servir donc, en fait, qui vont récupérer, assurer la prise en charge donc des malades qui, en principe, devaient aller à Yalgado, vers, par exemple, l'hôpital universitaire de Tengango, vers l'hôpital universitaire, le centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Il y a le CMA de Pissé également qui fait partie. Donc ces structures-là ont été renforcées en personnel. Parlant toujours des mesures concernant la maternité de Yalgado, un centre de régulation des appels a été mis en place pour rediriger les urgences vers les structures de santé appropriées. Il n'y a pas de quoi paniquer, assure Francine Ouedraogo. Même cas pour le deuxième sujet qui, cette fois, concerne le préavis de grève du SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Là aussi, des dispositions ont été prises pour assurer la continuité du service. Les lettres de réquisition également ont été envoyées au gouverneur et à tous les responsables de circonscriptions administratives par monsieur le ministre de la Santé pour effectivement procéder au cas où effectivement le 31 nous sommes en situation de grève, qu'on puisse réquisitionner ceux-là dont on a besoin pour assurer effectivement la continuité des soins. Cela a été donc effectivement fait. Et nous avons effectivement échangé aussi sur donc, les outils nécessaires, puisque vous savez qu'en cas de grève, il faut effectivement superviser avec des outils standardisés, harmonisés, pour que le rapportage, le suivi puisse être fait de la même manière, avec autant de qualité, quel que soit le niveau où l'on se trouve. Le ministre et son staff espèrent, à la suite de cette rencontre, que les maires des différents arrondissements de la commune de Ouagadougou se feront le relais du ministère afin de passer l'information à la base. C'est fini à Addis Ababa pour le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, une rencontre au sommet qui a discuté encore du développement de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé qui a représenté le président du Faso revient sur les conclusions de la rencontre. On écoute Alpha Bari. L'une des décisions phares ici, c'est le lancement du marché africain de transport unique. C'est un marché qui va consister à faire en sorte que les États membres de l'Union africaine puissent éliminer les accords bilatéraux entre eux et pour privilégier cet accord-là qui est continental et qui permet donc entre les différents pays, les compagnies des différents pays et également les voyageurs des différents pays de ne pas avoir besoin d'un accord particulier pour leurs différents échanges, en tout cas en matière de transport aérien. Et on peut noter également une bonne avancée, c'est celle de la création de la zone de libre-échange continental. C'est le président Youssoufou qui a travaillé sur ce dossier, mais il y a un sommet extraordinaire de l'Union africaine qui a été décidé pour fin mars à Kigali pour pouvoir entériner toutes les propositions qui ont été faites dans ce cadre-là. La zone de libre d'échange économique, c'est exactement comme un marché commun qui va permettre donc aux marchandises des différents pays de pouvoir circuler à l'intérieur du continent sans obstacles particuliers. Pour faire avancer l'Union africaine, il faut que les Africains puissent circuler librement entre les différents États. Il y a déjà l'expérimentation qui est faite et en 2019, on devrait pouvoir faire une bonne évaluation pour voir si on entérine pour toujours ce passeport. Et avant de rentrer d'Éthiopie, le chef de la diplomatie burkinabé a tenu à remettre une distinction à François d'Assise Tapsoba, un burkinabé qui travaille pour la FAO. Il s'est également entretenu avec les burkinabés vivant en Éthiopie, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Jean Zongo. Contre la traite des humains, l'OIM forme les éléments des forces de défense et de sécurité burkinabé. Une formation qui doit aider à mieux lutter contre le phénomène qui n'est pas étranger aux frontières du Burkina Faso. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebié pour les détails. Les forces de défense et de sécurité se forment sur la question du phénomène de la traite des personnes.
Initiée par l'Organisation internationale pour les migrations OIM, cette session de formation devra leur permettre de mieux apporter leur contribution dans la lutte contre le phénomène et dans la protection des victimes de cette traite. Donc c'est vraiment un pool de formateurs que nous voulons mettre en place pour leur permettre à leur tour de pouvoir les répliquer sur le terrain pour pouvoir améliorer également les compétences, les connaissances de leurs collègues. Bon, nous avons plusieurs modules de formation, évidemment, qui tournent autour qu'est-ce que c'est que la traite. Je pense que d'abord, il faut comprendre le phénomène. Quel est le cadre juridique existant par rapport à la lutte contre ce phénomène et quel cadre juridique qui est également lié à la poursuite parce que c'est un acte grave, c'est un crime. Pour le ministre en charge de la sécurité, la formation est un plus. Elle va aider l'État burkinabé qui fait déjà beaucoup d'efforts dans la lutte à mieux contrecarrer le phénomène, surtout au niveau des frontières. Il n'y a pas très longtemps, nous étions à Kanchari pour inaugurer un poste de police frontalière et c'est également des actions qui tendent à faire en sorte que nous puissions avoir beaucoup plus d'éléments pour contrôler de façon efficace le mouvement de personnes au niveau de nos frontières. Vous savez que c'est par là que passent non seulement les grands bandits, les terroristes, mais aussi ceux qui font le trafic d'êtres humains. La session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Lutte contre la traite des êtres humains au Burkina. D'une durée de 2 ans, le projet est financé par les États-Unis d'Amérique. Des producteurs de coton de plusieurs provinces du Burkina dénoncent une mauvaise qualité de l'engrais mis à leur disposition par la Sofitex. Ils exigent donc l'annulation des crédits d'intrants accordés aux producteurs. Ils souhaitent également une contre-expertise pour lever tout doute sur la mauvaise qualité des intrants. Les détails avec Roger Kam et Oumou Sissé. Les producteurs de coton membres de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ, demandent l'annulation des crédits d'intrants au compte de la campagne cotonnière 2017-2018. Une campagne en deçà des attentes et qui n'est pas seulement imputable à la mauvaise pluviométrie, mais selon eux également à la mauvaise qualité des intrants fournis par la Sofitex. Quand on a commencé à utiliser les engrais, on a vu qu'il y avait des cailloux dedans. Quand vous prenez ça, vous épandez ça, même pendant 3 mois, il faut aller regarder. Ces cailloux-là, ça reste toujours. Et, pire, nous avons eu les 2 qualités. Il y a une partie des groupements qui ont eu l'ancienne que nous connaissons. Ceux qui ont épandu ces pistes et qui ont épandu les nouveaux, ce n'est même pas la même chose. Et c'est les provinces du Tui et des balais qui ont reçu cet engrais-là. Et ces producteurs demandent une contre-expertise de l'engrais mis à leur disposition. Ils disent avoir des réserves vis-à-vis du rapport d'analyse du fournisseur. Il faut reprendre l'analyse et nous impliquer, l'INPCB et la Sofitex, expliquer tous les acteurs. Et lorsque maintenant on va avoir des bons résultats, il n'y a pas de problème, on peut payer l'engrais. Ces paysans disent avoir déjà entamé des démarches pour se faire entendre. Ils comptent saisir la SELC et le RENLAC dans les jours à venir pour situer les responsabilités. De son côté, le projet d'appui au développement du secteur minier sensibilise dans le Mouhoun sur le nouveau code minier. Ce sont les élus locaux, les acteurs des mines, les comités villageois de développement, les services déconcentrés de l'État qui sont concernés par la séance. Une formation qui permettra de comprendre les responsabilités des sociétés minières et des retombées aussi attendues de ces mines. Yacouba Gamene, sur place à Dédougou. À travers cet atelier, il s'agit de donner des informations sur le nouveau code minier adopté en 2015 aux élus locaux et acteurs au développement. Initié par le projet d'appui au développement du secteur minier, les participants vont découvrir les changements opérés dans ce nouveau code ici à Safané, dans la province du Mouhoun. À savoir la gestion environnementale, à savoir les nouvelles dispositions prévues telles que le paiement des royalties, à savoir également les nouvelles dispositions qui sont prévues
tel que ce que nous appelons la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire que ce que la mine doit développer au profit des populations riveraines. Selon les autorités provinciales du Mouhoun, cet atelier de sensibilisation et d'information va aussi éclairer les élus locaux sur les retombées pour la population. Cette formation permettra à chacun de savoir la responsabilité de la société minière dans le pays et dans notre commune, et nous aussi, quelles peuvent être nos attentes, nos moyens d'action pour pouvoir tirer un minimum de bénéfices justement de l'exploitation des ressources qui sont dans notre commune. J'attends que chacun reparte avec quelque chose, en tire quelque chose de cet atelier pour que la mise en œuvre des activités minières sur le terrain soit facilitée. Les élus locaux, les comités villageois de développement, les représentants des sociétés minières et les services administratifs déconcentrés de l'État sont concernés par cet atelier de sensibilisation et d'information. Le Royaume d'Arabie Saoudite a encore fait don cette année de ses carcasses de viande au Burkina Faso. Un don en principe destiné aux vulnérables. Le film de la cérémonie de réception avec Adi Sanogo. À travers cette remise symbolique des carcasses de viande de mouton du Hajj 2017 au ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale, le Royaume d'Arabie Saoudite a encore respecté la tradition. Ce don de 1865 cartons de viande est octroyé à notre pays au profit des personnes vulnérables et nécessiteuses. Un geste de solidarité qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies. Ça permet de renforcer les relations qui existent entre nos deux pays, mais ça reflète aussi la volonté de l'Arabie Saoudite de montrer que le Burkina est un peuple ami et donc il faut prendre soin des amis. Ce geste est apprécié à sa juste valeur et accompagne le gouvernement burkinabé dans la recherche du bien-être des populations défavorisées. C'est vraiment avec satisfaction et grande joie que j'accueille ce don du Royaume d'Arabie Saoudite pour les personnes nécessiteuses du Burkina Faso. Ce don vraiment va participer à améliorer la ration alimentaire des populations vulnérables. On apprécie ces gestes de solidarité. Et nous remercions le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale qui chaque fois on reçoit les dons de l'Arabie Saoudite, on nous en fait part. Cela va nous aider à améliorer la nourriture pour les pensionnaires. C'est le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR qui est chargé de la répartition de ces cartons de viande dans les 45 provinces du Burkina au profit des plus démunis. Je vous amène à présent dans l'univers d'une caste du Yatenga, celui des forgerons. Maître du feu et du fer, le forgeron est à la fois craint et respecté dans les communautés du Yatenga. Il était fabricant d'armes, d'outils pour les producteurs, mais aussi de parures pour les femmes. Mais aujourd'hui, la modernité est passée par là. Les plus jeunes deviennent soudeurs et les plus anciens abandonnent les rites liés à la forge. Moussaki. Secteur 8 de Waiguia. C'est le quartier des forgerons situé non loin du palais royal. Nous sommes dans l'univers d'un groupe socio-ethnique considéré souvent comme une caste dont l'histoire est liée à celle de la royauté au Yatenga. Nos ancêtres étaient aux côtés de Naba Kango et nous assurons la continuité. Les forgerons sont au début et à la fin de toute intronisation. Les 337 groupes de forgerons de la région du Nord se retrouvent chaque année sur leur chef Sanaba Tigré pour la sauvegarde de leur valeur ancestrale. Les forgerons sont identifiés dans cette zone à travers des noms de famille comme Zoromé, Zalé, Kindo, Yampa et So. Dans la tradition, le forgeron est un homme de savoir, de tolérance et de paix très respecté dans la société. Enclume, soufflet, marteau ou pince, ce sont des outils qui fondent l'identité du forgeron. C'est lui qui fabrique les armes dont se sert le reste de la société. Notre ancêtre du nom de Banco était ami de Naba Kango à Bissigui, à 6 km de Waiguia. Ils sont venus ensemble pour fonder Waiguia. Nos parents fabriquaient des armes et participaient à la guerre.
Amadé Zourmi et son fils sont en pleine fabrication d'une pioche qui va servir dans la culture de la pomme de terre. C'est ainsi chez le forgeron que le savoir-faire se transmet de père en fils. J'ai appris le travail avec mon papa. Je sais fabriquer des colis, des dabas, des pioches. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus utiliser les soufflets. Ils préfèrent la manivelle, mais moi, j'aime ce que mon papa m'a légué. Le vieux Amadé Zourmi détient des grands secrets des hommes de feu. L'outil que je tiens sert à réconcilier, à demander pardon et bénédiction. Par exemple, en cas de conflit, si un camp refuse mon pardon, je lui demande un coq, je prends mon outil et je rentre chez moi. Le reste, c'est lui qui verra. Chez les forgerons, il est formellement interdit de s'asseoir sur l'enclume, considéré comme un outil sacré. Mais aujourd'hui, avec la modernité, certains pouvoirs ont été abandonnés. Les cérémonies d'initiation sont rares et les jeunes se convertissent en soudeurs. Des outils de travail modernisés. Du soufflet traditionnel, on est passé à la manivelle et à l'utilisation du courant électrique. Lors de nos cérémonies, nous prenons la braise et nous jouons avec. Mais les religions révélées sont venues mettre fin à tout cela. Malgré cela, le travail du forgeron ne peut jamais disparaître. Les jeunes font la modernité, mais ils connaissent les valeurs de la forge. Les hommes sont à la forge et les femmes s'adonnent à la poterie. Et contrairement à ce qui se dit, il n'y a pas d'interdit de mariage avec le clan de forgerons, nous confirme El Hadj Malik Zoromé. À l'étranger, au Cameroun, le Cameroun vient de mettre fin à plusieurs jours de rumeurs en annonçant officiellement la détention de Sissoko Ayuk Tabé et d'une quarantaine d'autres sécessionnistes à Yaoundé. Ces séparatistes sont considérés comme des groupes terroristes. Sissoko Ayuk Tabé, le leader séparatiste anglophone, ainsi que 46 membres de son mouvement, ont été extradés lundi du Nigeria à Yaoundé, la capitale camerounaise. Ces séparatistes sont considérés comme terroristes par les autorités camerounaises à l'issue d'une série d'assassinats contre des militaires et des policiers depuis novembre dernier dans la partie anglophone du pays. De 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayuk Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Sissoko Ayuk Tabé se présente comme le président de la République imaginaire d'Ambazonie, État autoproclamé dont le territoire regrouperait les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest représentant environ 20% de la population camerounaise. Depuis octobre 2016, une partie de la minorité anglophone proteste contre ce qu'elle juge comme la marginalisation vis-à-vis du pouvoir central. Le 1er octobre 2017, les plus radicaux ont annoncé l'indépendance symbolique de l'Ambazonie, marquée par la mort d'au moins une dizaine de civils lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Dénouement de la crise au MENA, l'école burkinabé retrouve sa sérénité d'antan grâce au protocole d'accord signé dans la nuit du 27 au 28 janvier, informe les parutions de ce jour. Une nuit blanche salvatrice, analyse Sidoya, car un accord y a été trouvé. Mais cet accord est peu explicite, selon le secrétaire général du SINATEB, qui affirme dans les colonnes de l'Observateur Palga qu'il est difficile de donner l'incidence financière du protocole d'accord. En plus, poursuit ce journal, d'autres grévistes estiment que cet accord est de l'arnaque car les enseignants n'ont pas eu de statut. Dans tous les cas, écrit le pays, c'est l'école burkinabé qui gagne. Ce journal précise que cet accord est une invite aux enseignants à redoubler d'efforts et de conscience professionnelle dans l'exécution de leurs tâches au quotidien, car il y a des brebis galeuses dans la famille. Sidoya s'inquiète néanmoins, qu'adviendrait-il des méthodes de rattrapage, surtout dans les classes d'examen? Les candidats pourraient-ils assimiler facilement les cours, même si les enseignants arrivaient à achever les programmes? Question somme toute difficile à répondre selon le quotidien d'État. Et l'intégralité de l'accord à lire dans le pays et dans l'Observateur Palga. Autre sujet d'intérêt dans vos journaux, l'annonce du procès du coup d'État manqué du septembre 2015. 3 ans après les faits, l'ouverture de l'audience est prévue pour le 27 février prochain dans la salle des banquets de Ouaga 2000,
informe le quotidien, qui explique que le communiqué émane du parquet du procureur militaire. À la barre, Gilbert Diendéré et 83 autres accusés. Précise Sidoya. Dans ses colonnes aujourd'hui, Ofaso rappelle les faits et précise le bilan, 15 personnes tuées et 114 autres blessés dans la capitale par les escouades de l'ex-RSP, le bras armé de ce coup de force. C'était plutôt Evelyne Dabiré qui nous proposait cette lecture croisée des quotidiens. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.